On est très content de vous avoir avec nous. Oui, Sylvain? Ah, d'accord, d'accord. Bonjour. Bonjour. Euh, on va faire un petit tour de table. Hein, pour vous. Et puis Anne, ben oui, bien sûr. Ah, c'est Pouya maintenant qui est en visio. Ok. Alors, on aura Pouya en visio. Bonjour, hein. Parfait. Bonjour, je sais pas si vous m'entendez. Pouya, oui, on t'entend. Bonjour, hein. Vous Vas-y, m'entendez? ouais, Ah, on super. t'entend. Je sais pas si c'est pas C'est ma tête. c'est Je bon. vais essayer de la brancher. Ok, Alors, on super. va faire Bonjour un à petit tous. tour de table. Jade, on va te donner un micro quand même. Bouge pas, je peux avoir un micro pour Jade. Voilà, tiens, Jade, prends le micro. Voilà. Merci. Donc, Jade, tu es donc incubé chez Euratech, chez Oui, mon amie Agnieszka, la très dynamique Agnieszka, est très compétente. Jade, tu as une approche, d'abord, d'où viens-tu et quelle est l'approche particulière de BingCube? Parce que vous avez vraiment une approche très particulière de la démarche. Tu peux un peu nous expliquer ça? oui, tout à fait. Parle Alors, bien dans le micro, s'il te plaît. Ouais, ouais, comme ça? ouais, Ouais, c'est parfait. bon. Alors, d'origine, je suis libanais. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis en France. J'ai fait mon master spécialisé à l'école des ponts et chaussées. Et puis, c'est comme ça que BIMCube avait commencé. C'était à travers une thèse à l'école des ponts et chaussées. Et notre approche, parce que ça faisait 10 ans qu'on travaillait dans le BIM au Moyen-Orient. Donc notre approche, au fait, elle puise toute son énergie dans de la frustration, parce qu'on était vraiment très frustrés de l'approche du BIM au Moyen-Orient. Des professionnels frustrés. Voilà, des professionnels frustrés. Et donc on ne comprenait pas, nous, en tant qu'architecte, en tant que manager de projet, on ne comprenait pas pourquoi le BIM, il n'était pas utilisé comme un outil efficace pour le management de projet. Et c'était ça qui était à la base de l'idée de BIMcube. Super. Merci. Alors, Mafoud, on a le point commun qui est l'école, hein, puisque je suis issu, il y a maintenant 35 ans, de l'école IMT Nord-Europe. Mafoud, tu es un professeur reconnu à l'école et même reconnu mondialement. Tu peux nous expliquer un petit peu quels sont tes axes de recherche, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Mafoud Mazerzour, donc je suis professeur à l'IMT Europe et professeur associé à Sherbrooke au Canada également. Et je travaille depuis plusieurs années dans l'économie circulaire et j'essaie de valoriser et de réutiliser différents types de matériaux alternatifs dans les déchets, dans les domaines de la construction. Et depuis quelques années, je développe avec une équipe, on développe des outils numériques qui aident les différents décideurs, utilisateurs, réutilisateurs à comment mieux optimiser l'utilisation des déchets dans la construction en général. Voilà en gros le principal axe de recherche. Et aujourd'hui, je suis directeur de recherche d'un centre qui s'appelle le Centre Matériaux et Procédés de l'Institut Mi-Télécom Nord-Europe. Super, merci Mafoud. Alors là, je suis vraiment aussi très content d'avoir ED4 Group avec nous parce qu'en en fait, ED4 Group, il y a, je ne sais pas, 30 ans à peu près, hein, c'est ça, hein, C'est ça, une trentaine une d'années. trentaine d'années, étaient des acteurs qui étaient mes concurrents quelque part, et c'était les concurrents d'Architrion, car ils avaient développé le Graphisoft PC, C'est ça, hein, Architecte PC. Architecte PC, C'est ça, qui existe toujours. qui encore. existe toujours. Ouais, Et donc, la roue tourne et nous voilà ensemble. c'est ça. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Tu peux un peu, Frédéric, parler de toi et parler des 4 groupes. Alors, la holding Edicad, c'est 2 entités. Il y a une première entité qui s'appelle Edicad, qui elle est spécialisée dans la CAO, DAO depuis plus de 30 ans maintenant. On fait tout ce qui est réalité virtuelle, on fait également tout ce qui est métré, pièces écrites. En typologie de clients, c'est uniquement clients bâtiment. On va des donneurs d'ordre, donc maître d'œuvre, archi, constructeurs, promoteurs, jusqu'aux entreprises du tout corps d'état du bâtiment. Donc les entreprises qui reprennent les plans de ces donneurs d'ordre pour en faire des analyses, du métré, des pièces écrites. Et fort de cette expertise métier, là, qui maintenant ça fait 28-30 ans, on a développé une deuxième entité qui s'appelle Edicad Smart, qui elle est spécialisée non pas sur le BIM construction, mais plutôt sur le BIM exploitation. Donc là, on va travailler avec d'autres types d'entités, on va travailler avec des collectivités, des métropoles, des centres hospitaliers, et ainsi de suite. Et là, on marie les deux expertises, BIM construction et BIM exploitation. Super, merci Frédéric. Alors, je parlais de Sylvain tout à l'heure. Nous, les Français, on est assez forts en technologie, mais
Sylvain est dans la 3D depuis 30 ans, à peu près. Hein. Oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Et je suis très content de l'avoir avec nous aujourd'hui parce que Sylvain est un des experts mondiaux, à mon point de vue, de la 3D temps réel. Il a développé différentes technologies. Et la dernière technologie, d'ailleurs, il était à Montréal en même temps que moi, mais on ne s'est même pas connus. On s'est retrouvés à Monaco. Alors comme quoi, hein. Mais il est en train de développer avec les autres cofondateurs une technologie assez incroyable, une technologie 3D complètement distribuée qui permet des temps de réponse sur des machines non puissantes de folie. Tu peux nous en dire un peu plus, Sylvain? Oui, alors en fait, Parle bien dans le micro. voilà. Donc en gros, le problème de la 3D, c'est que ça requiert des cartes graphiques, des grosses machines, et tout le monde ne peut pas disposer de grosses machines. Quand on fait de l'enseignement, notamment l'IMT avec qui on va commencer à travailler, vous ne pouvez pas disqualifier les étudiants parce qu'ils n'ont pas des machines assez puissantes. Et l'idée, c'est quand j'ai un cabinet architecte, par exemple, et que je veux partager mon projet avec des collaborateurs, mais aussi des partenaires ou des clients, s'ils ne sont pas équipés du même matériel que moi, ils ne vont pas pouvoir voir le projet. Donc je vais commencer à leur envoyer des PDF et puis des vidéos, ce qui va nous interdire de faire des allers-retours, des itérations. Et donc on va perdre du temps encore à envoyer des informations, les transformer et rééchantillonner les trucs. Donc l'idée, il y a une dizaine d'années, avec Nvidia, en fait, c'était vraiment en 2010, on a imaginé que dans le futur, si on voulait avoir des lunettes à form factor comme celle-ci, par exemple pour la réalité augmentée et réalité virtuelle, le calcul serait à distance. C'est du bon sens. On peut pas faire du calcul local, il n'y aura jamais de carte graphique assez puissante pour aller dans les lunettes. Donc l'idée, c'était de faire du calcul à distance. À l'époque, il n'y avait pas de cloud, il n'y avait pas d'infrastructure, mais on avait imaginé que dans le futur, et j'avais fait un TEDx à Paris pour expliquer ça, dans le futur, il y aurait des cartes graphiques utilisées en jeu vidéo, parce qu'à l'époque, c'était uniquement pour le jeu vidéo, qui seraient placées dans le cloud pour créer des applications de nouvelle génération. C'est-à-dire créer des applications dans le cloud, ça veut dire un operating system dans le cloud. Et donc, il a fallu prendre 10 ans pour imaginer un operating system comme Windows, mais en 3D, et qui tourne dans le cloud avec son propre moteur 3D. Donc, on ne fait pas de Unity, d'Unreal, de WebGL, toutes ces technologies qui sont dites monolithiques, qui sont faites pour utiliser un processeur à chaque fois, c'est pas du tout ce qu'on fait. Voilà. Donc c'est le contre-pied quasiment de ce qui existe aujourd'hui. C'est une évolution majeure. Il n'y a pas un changement de paradigme. T'es à la bonne place. Hein, t'as vu The New BIM Paradigm. Voilà. Donc non, c'est complètement un changement de paradigme dans le monde de la 3D. Voilà. Et donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir partager des ressources au lieu d'avoir un programme qui tourne sur une machine ou sur plusieurs machines synchronisées. Vous avez une seule instance qui tourne dans le cloud. Alors, c'est plus un programme, c'est une abstraction, un peu comme en mathématiques. À comprendre, c'est pas très simple, mais imaginez, vous avez une zone de mémoire dans laquelle vous avez un monde qui est actif et dans lequel vous allez le rejoindre en créant une caméra virtuelle. Quand vous rejoignez avec votre téléphone ou un PC, c'est comme si vous étiez une caméra dans ce monde virtuel. Un operating system qui devrait permettre de démocratiser quelque part la 3D. Tout à fait. Et ça démocratise la 3D dans plein de domaines, pas que le bâtiment. On fait aussi dans le médical, dans la mode. Quand vous prenez les étudiants de la mode aujourd'hui, ils ne connaissent rien à la 3D. Donc si vous voulez partager une collection, il va falloir vraiment réduire les zones de friction, je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent embarquer rapidement et sans que ça soit complexe à utiliser, sans disposer d'un matériel trop coûteux. Alors le BIM, tout le monde en parle. Okay, à Pouya, puis Pouya, bien sûr. Pouya, est-ce que tu nous entends? Tu peux nous en dire plus sur ta société? Je vous entends bien. Du coup, moi, je suis un des fondateurs de Surfy. Donc, nous, on a une approche du BIM qui est beaucoup autour de l'exploitation des espaces tertiaires et des entreprises. Donc, on est parti d'une approche un peu différente. On est parti à la base sur des cartes 2D pour pouvoir bien visualiser les espaces. Et de là, on est parti à générer de la 3D qui nous sert aujourd'hui à pouvoir proposer des solutions de navigation dans le bâtiment, des bases pour pouvoir mettre en place tout ce qui est réalité mixte dans les espaces. Ou alors permettre à la robotique demain de pouvoir utiliser ces espaces pour pouvoir envoyer des robots dans les entreprises pour nettoyer, pour déplacer, pour l'hospitality, voilà, pour divers éléments. Et donc voilà, on a une approche qui est vraiment pour les entreprises et beaucoup plus au niveau de l'exploitation au quotidien. Bon, je vous en parlerai un peu plus tard par la suite. Pouya, j'étais très impressionné par ce que vous avez fait avec Anne et vos autres associés. Par les développements business que vous avez fait, vous avez
de très très grandes signatures sans avoir levé de capitaux. C'est assez impressionnant. C'était une stratégie, c'était une volonté à la base de cette démarche? Oui, on voulait absolument garder la liberté sur notre capital. Un, parce qu'on voulait plus passer de temps à travailler avec nos clients que à chercher des fonds. Donc ça, c'était un premier point. Et deux, on voulait avoir une liberté de pouvoir aller dans les directions qu'on souhaite. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a pu. Et puis surtout, on a eu de la chance, je pense, au début d'avoir une solution qui était pertinente et pouvoir générer du cash de façon imminente. Et donc, on a pu tous les associer au fur et à mesure devenir salariés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur une nouvelle phase, sur une nouvelle réflexion, sur des enjeux qui sont beaucoup plus importantes. Et au moins, si on souhaite lever des fonds, on a une entreprise qui est déjà rentable et qui a un modèle qui est éprouvé. Mais bon, c'est pas sûr qu'on souhaite aller dans cette direction. Effectivement, c'est toujours mieux d'essayer de lever des fonds avec une société rentable. Alors, on va venir à notre sujet, le BIM. Donc le BIM, si vous posez la question à n'importe qui dans le salon, vous allez avoir 1000 réponses différentes. Okay, le BIM, c'est pas un produit, c'est pas un modèle 3D, ce n'est que un processus de travail collaboratif qui s'appuie sur la maquette volumique 3D paramétrique. Ni plus, ni moins. Okay, donc ça vient au départ de la CAO, de la conception assistée par ordinateur. Est-ce que, Jade, tu es d'accord avec ça? Alors, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Ah, c'est bien, on va y avoir un Plus ou débat. moins. On va avoir un débat, Ouais, c'est bien. voilà. Ouais. Alors, je pense que, au fait, en quelque sorte, c'est un outil. Et en quelque sorte, on a toujours eu des outils en CAO depuis les années 70. Mais pour moi, l'historique, elle revient un peu à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, la NASA, ils ont développé quelque chose qui s'appelle Earned Value Management, donc le management de la valeur acquise. Et par la suite, toutes les industries ont utilisé cette méthode-là de management, sauf le BTP. Alors, pourquoi pas le BTP? Parce qu'il n'y avait pas des outils qui étaient assez puissants, même avec la CAO, pour pouvoir intégrer toute cette information-là et ensuite lancer cette méthodologie qui existe depuis très longtemps. Et du coup, je pense qu'avec le BIM, c'est plus ou moins, on est arrivé à un stade puissant de la CAO où ça va nous permettre de faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes qu'avant et de suivre les autres industries qui nous ont dépassés depuis longtemps. Oui, mais le BIM doit travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, oui, tout à fait. Il travaille de la production, de la programmation, jusqu'à la déconstruction. Ouais. Donc, c'est le saint vœu graal du BIM, mais qu'il ne fait pas aujourd'hui, malheureusement, pour plein de problématiques. On va en parler tout à l'heure, tu donneras ton point de vue là-dessus. Ouais. Mais notamment, des problématiques d'interopérabilité qui ne fonctionnent pas bien. Les problématiques, les outils sont trop complexes à manipuler. Les problématiques, il y a énormément de silos qui ne sont pas cassés. Enfin, tout un ensemble de problématiques et notamment le fait que l'accessibilité n'est pas là. Toi, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Parce que vous êtes à la fois dans la CAO, à la fois dans la gestion du patrimoine immobilier. Enfin, vous êtes quand même sur la chaîne de valeur. C'est ça, exactement. Donc nous, au niveau des récupérations de données, on travaille sur deux périmètres. On travaille sur le périmètre bidimensionnel, déjà la 2D, et on travaille également sur toute la partie IFC. Sur la partie IFC, on se heurte à des maquettes qui peuvent être parfois difficilement codifiées ou mal organisées en termes de structuration de données. Et on a un retravail à réaliser derrière pour l'intégration de ces données. Ce qui manque aujourd'hui, c'est par rapport à la gestion, l'exploitation des maquettes numériques, c'est d'avoir une charte de travail qui soit organisée et préparée en fonction du client avec qui on va être amené à travailler. Parce qu'en fonction des besoins d'exploitation, si je parle d'un client A ou d'un client B, on n'a pas forcément les mêmes demandes. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit parfaitement conforme aux besoins d'exploitation. À partir de là, on peut travailler sur des choses qui sont concrètes et qui sont vraiment pertinentes. Et en termes d'intégration, c'est relativement intéressant. Donc, il y a un travail à faire en amont, des discussions à avoir sur cette approche.
Et à partir de là, oui, on peut faire des choses vraiment cohérentes. Alors Pouya, tu m'entends Pouya? Oui, je suis avec vous. Ouais. Pouya, comment toi tu vois l'importance de la CAO 2D, 3D par rapport à ce que vous faites chez Surfy? Oui, c'est-à-dire que pour nous, c'est un élément qui est essentiel, la partie conception toute la partie dessin, représentation, mais avant tout, je pense que les éléments que tu as cités au début sont essentiels, notamment les problématiques qu'on rencontre au quotidien sur, bien sûr, l'interopérabilité technique avec les autres solutions, mais surtout la collaboration qu'on met autour on va dire, des données et de la maquette. Nous, on a vraiment eu un maître mot depuis le départ de simplifier, parce qu'on s'est aperçu que l'accessibilité à la maquette numérique, elle est très complexe. Souvent, on présente la maquette et le BIM par sa forme représentation 3D. Et en fait, on ne sait pas du tout par où rentrer. Donc, nous, on a proposé comme stratégie, c'est vraiment de simplifier les choses pour pouvoir justement impliquer l'ensemble des acteurs. Et c'est là-dessus qu'on a pu arriver à des interfaces. Alors, quand je dis interface, des choses, des processus plus simples pour qu'on puisse avoir un maximum de collaboration, pour que l'ensemble des utilisateurs métiers et pas forcément les éléments, on va dire, métiers de la construction ou de l'exploitation puissent accéder aux données. Et aussi, cette notion de silo qui était essentielle, on a essayé de le casser en constituant un référentiel très accessible de l'ensemble des données. Puis on s'est dit, voilà, maintenant qu'on a le cœur du bâtiment qui est présent avec sa structure physique, donc bâtiment, étage, espace, et l'ensemble des données métiers, maintenant on va essayer de le représenter de façon numérique, donc avec les normes que vous avez citées tout à l'heure, donc nous on est dans la partie 2D, puis on peut le présenter en IFC. Et donc on a une approche de la maquette qui est beaucoup plus autour de qui utilise l'information, dans quelle mesure, et finalement on arrive sur la représentation. Et on n'a pas commencé par la représentation. Et donc je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Donc on est dans la finalité, c'est d'avoir les données des espaces à la maquette et puis pouvoir piloter. Enfin, de notre côté, en tout cas de notre point de vue. Et on met énormément d'énergie à avoir justement ces données qui sont populées, soit par de l'interopérabilité technique avec des solutions, soit par la mise à disposition d'interfaces pour que les utilisateurs métiers puissent venir consulter ou contribuer à ces informations. Ah non, ça répond à la question. Et tu l'as dit, vous mettez beaucoup d'énergie à récupérer les données pour pouvoir les traiter après dans votre outil. Et c'est toute la problématique, enfin, c'est une des problématiques du BIM aujourd'hui. Mahfoud, sur l'aspect déconstruction et notamment l'aspect matériaux, qualification des matériaux, réemploi des matériaux, économie circulaire. Comment toi tu vois le futur de la donnée matériaux dans le contexte du BIM? Alors, pour nous, avant d'arriver au BIM, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de coupler le mot économie circulaire et le mot jumeau virtuel. Quand on parle de jumeaux virtuels, on est un peu au-delà du jumeau numérique, dans le sens où on a des matériaux à disposition, des déchets, comme tu as cité les graves à déconstruction ou autres. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces matériaux et leurs données dans les futures constructions? C'est un peu sur cette base-là qu'on a démarré. En fait, pour nous, une des fonctions objectives sur lesquelles on travaille, c'est, par exemple, quel est le coût minimum d'utiliser ou de réutiliser un matériau dans une construction, tout en utilisant la donnée la plus légère possible, pour aller dans le sens de ton nouveau paradigme, la plus exploitable possible, et on essaie surtout de faire parler la donnée. Faire parler la donnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire au-delà de, bien sûr, toute la partie blockchain, vous en avez parlé, du stockage de l'information, de la redistribution de l'information, c'est comment on peut utiliser ces données pour proposer, pour optimiser et donner des outils d'aide à la décision aux décideurs dans leur projet de construction. C'est à travers tous ces aspects-là qu'on arrive, par exemple, à prédire une formulation d'un nouveau matériau qui va être utilisé dans une construction à partir de déchets, d'identifier ses coûts et de proposer virtuellement ces formulations, les futures formulations. Ça veut dire que nous, finalement, on se positionne un peu en amont de l'acte de construire, mais comme on parle d'économie circulaire, du coup, on se situe également en aval. En aval. Ça veut dire qu'on va récupérer ces matériaux pour les réutiliser. Voilà en gros comment nous, très bien. l'approche que nous avons. Je comprends bien. Sylvain, avec la technologie de 3D-verse que vous développez, comment tu vois la continuité de la donnée et la fiabilité de la donnée? Parce que, en fait, en ayant un OS 3D qui permet de démocratiser la démarche, il le permet également de le démocratiser potentiellement sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Est-ce que c'est également ta vision? Oui, alors l'idée c'est de réduire la friction sur toute la chaîne de logiciels. Pour vous donner un exemple, dans l'industrie,
quand on veut visualiser un jumeau numérique d'une usine, vous avez tous vu des vidéos sur LinkedIn, des très belles usines avec des très beaux rendus. Sauf que ça, c'est pas temps réel du tout, c'est plutôt marketing, c'est de la communication. Quand j'ai un robot qui fait du 120 mouvements par seconde, si j'ai une latence de 2 secondes pour visualiser le robot, ça ne marchera pas. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas une architecture pour ça, c'est mort. Donc tous ceux qui continuent à utiliser les logiciels actuels aujourd'hui, ça va dans le mur. Donc les logiciels monolithiques vivent leur dernière décennie, et donc on est obligé de passer sur les technologies distribuées pour avoir du temps réel. Dans notre domaine du BIM, le problème c'est tous ces formats de données qui varient à chaque mise à jour de logiciel. Donc si vous avez une chaîne de logiciels utilisés avec des fichiers d'échange entre chacun et qu'il y a des mises à jour à faire, ça devient impossible d'avoir un voyage de données qui soit cohérent. Donc l'idée c'est d'avoir tout dans un seul operating system. Du coup, on n'a jamais un contexte à sortir, on est toujours dans le même contexte, on est capable de voir la maquette structure, énergie, archi en même temps et visualiser à plusieurs personnes. Mais quand je parle de personnes, ça peut être aussi des IA. C'est-à-dire qu'on est en concurrence en permanence avec des IA aujourd'hui, mais là, on est dans la même scène en même temps. Il n'y a pas à prendre la maquette, l'envoyer sur une IA, la traiter et la renvoyer. Tout est fait en temps réel. Et donc, le temps réel va nous permettre de réduire les temps de production et réduire aussi les coûts d'exploitation. Alors bien sûr, pour développer une technologie comme ça, bon, je connais un peu le sujet. C'est des années et des années et des années de développement et des moyens financiers incommensurables. Hein. D'ailleurs, vous avez levé il y a quelque temps quelques dizaines de millions de dollars de capitaux. Le futur, c'est quoi? Parce que la technologie n'est pas encore, on va le dire, c'est pas encore complètement stabilisé. C'est normal. Là, c'est quoi la roadmap La roadmap, c'est déjà, on a commencé par le viewer, donc déjà être capable de récupérer n'importe quel format de fichier avec d'IFC par exemple. On a de l'OpenIFC qui arrive dans le truc, donc on peut déjà visualiser les maquettes, les superposer. On peut les interopérer, c'est-à-dire qu'on peut connecter des IoT à travers des modules comme du MQTT, du Node-RED, enfin des serveurs classiques, donc on peut remonter des IoT. Et le futur, évidemment, c'est de pouvoir faire de l'édition à l'intérieur de la maquette, donc de pouvoir modifier la maquette, créer des outils de mesh, des outils de géométrie qui permettent de modifier la maquette s'il y a besoin pour faire une retouche comme on fait dans la mode. Ok, donc vaste programme, il y en a encore pour quelques années. Hein. Une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Le temps d'adoption, ça va prendre effectivement 10 à 15 ans, mais c'est inéluctable. On va vers l'architecture distribuée. Il n'y aura pas le choix, que ce soit pour la sécurité ou la scalabilité. On est obligé de passer par là. Donc, soit on continue avec des logiciels monolithiques en sachant que c'est mort, soit on commence à embarquer sur une nouvelle techno. Et le fait d'être dans les premiers utilisateurs, ça permet aussi d'avoir à la main sur les modifications ou les orientations à créer. Parce que quand vous bossez avec des boîtes comme justement Unity, Unreal, bah vous envoyez un ticket et personne ne vous répond. Là, ici, vous avez les moyens de parler en français à des gens qui le conçoivent au quotidien. Voilà. Encore des Français, mais nous les Français, on est excellents pour développer des technologies. Le problème, c'est qu'on n'est pas trop fort pour les marketer et les commercialiser, mais on est toujours très innovant. C'est incroyable d'avoir de telles technologies comme ça développées par des Français. Jade, pour revenir aussi au sujet, tu peux nous dire un peu plus de ton produit, de ta techno et comment, dans le thème de ce débat, comment ça peut permettre à des gens qui ne sont pas forcément des grands sachants du BIM, du process ou de la maquette, comment ça peut leur permettre de faire du PIM, du Project Information Management, si j'ai bien compris, hein, qui est du BIM. Hein. Oui, tout à fait. Alors, BIMcube, au fait, elle met à votre disposition une sorte de GED, là où vous déposez vos fichiers BIM. Et puis, toute seule, cette GED, elle va vous générer la DPGF. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une DPGF, c'est la sorte de shopping list dont on a besoin, qui doit être sur un certain format, alloté d'une certaine manière. Puis à côté de cette DPGF, ça vous sort instantanément aussi le CCTP. Ça vous sort instantanément l'empreinte carbone, parce que notre plateforme elle est connectée à la plateforme IGNES de l'État français. Donc l'algorithmie qu'on a mis en place va aller puiser ce qui ressemble le plus à ce que vous avez dans votre maquette numérique. Puis ensuite, derrière ça,
l'utilisateur devrait valider ou pas. Mais ce qui va l'aider, c'est qu'il n'est pas obligé de modéliser tous les détails. Et donc, même s'il n'est pas grand sachant de la modélisation en 3D, la plateforme peut quand même l'aider à enrichir sa maquette numérique. Et puis, ça ne s'arrête pas là, parce que ça génère aussi le planning du chantier. Et ça lui donne accès à un tableau de bord où, s'il sélectionne un article dans sa DPGF, ça le met en surbrillance en 3D. Et ça met aussi le planning, la tâche du planning en surbrillance. D'accord. Et vice-versa. Ok. Ouais. Donc, un process quasiment, on va dire, automatisé ou semi-automatisé, hein, si je ne veux pas dire de bêtises, Ouais. qui permet donc aux différents intervenants d'avoir sans grands efforts des résultats efficients, quoi. Des résultats très efficients. Oui, voilà. Super. Frédéric, tu disais tout à l'heure que vous travaillez beaucoup aussi sur l'interface homme-machine, sur la convivialité. Tu peux nous en dire un peu de mots parce que la CAO, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus convivial. C'est très compliqué. C'est un sujet qui est très complexe. Et même la gestion de patrimoine, on va dire, Ouais. au niveau technique, c'est pas non plus des plus simples à gérer, quoi. Non. Du coup, on repart à la base, historiquement, on était sur des clients lourds. On est parti sur une technologie full web, multi-OS, multi-device. Et l'idée, c'était de centraliser l'intégralité de nos produits dans cette application full web. Donc aujourd'hui, on a repensé l'interface graphique. Donc c'est un travail c'est beaucoup d'énergie pour arriver à simplifier, à harmoniser les données en fonction du métier qui utilisera l'application. Donc aujourd'hui, on a plusieurs modules qui sont synchrones. On va avoir des modules pour l'exploitation des bâtiments. Donc c'est la suite APC Web avec le module APC Smart. Et dès lors qu'on va rencontrer des entités qui auront besoin de faire de la modification de plans de bâtiments sur des maquettes IFC ou des plans 2D, on va pouvoir switcher en mode instantané sur une application encore full web qui permettra de gérer l'intégralité de ces modifications. Donc en fait, au niveau des utilisateurs, on va avoir des interfaces qui vont être spécifiques et organisées en fonction du besoin client et également qui peuvent être arranger, modifier en fonction du profil connecté à l'application. C'est-à-dire qu'on va pouvoir charter l'interface, on va pouvoir choisir les outils qui sont primordiaux pour l'utilisateur final. Et c'est du simple glisser-déposer, c'est du drag and drop. Donc c'est relativement aisé en termes de manipulation. Mais c'est vrai que le travail il est quand même conséquent sur cette partie-là. Ok, donc parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Oui. La complexité d'utilisation des logiciels, enfin des outils CAO. D'ailleurs, la CAO, pour info, ce n'est pas que de la 3D. Hein. Non, la 2D, ça peut être de la CAO, hein, bien évidemment. Complètement. À partir du moment où il y a une base de données intelligente et du dessin, on est dans la CAO. Elle peut donc être 2D ou 3D. Ok, donc vous travaillez bien sûr là-dessus. Pouya, toi aussi tout à l'heure, tu parlais d'interface homme-machine. Je pense que c'est un élément majeur de votre développement également. Oui, tout à fait, puisque nous, notre solution, elle s'adresse aux utilisateurs, aux utilisateurs métiers, soit sur les problématiques donc d'aménagement, soit sur les problématiques de refacturation, sur toutes les problématiques d'affectation des collaborateurs ou tout ce qui est sécurité dans l'entreprise. Et on a aussi tout l'axe de la réflexion et donc des solutions qu'on implémente sur comment la maquette numérique peut être utile directement aux collaborateurs de l'entreprise. Et donc là, ça devient très intéressant parce qu'on sort directement des utilisateurs classiques, j'ai envie de dire, d'une maquette, et on doit la rendre démocratique, j'ai envie de dire, ou accessible à tout et n'importe qui. Donc potentiellement pour les collaborateurs, pour des problématiques de navigation dans le bâtiment, des problématiques de réservation des espaces, des problématiques leur permettant potentiellement de comprendre où sont les positions ou l'accessibilité PMR, ou tout ce qui est évacuation incendie. Et donc, on doit vraiment constamment réfléchir à comment valoriser les éléments de la maquette et pouvoir les mettre à disposition donc de collaborateurs qui, eux, n'ont aucune visibilité. Ce ne sont pas des utilisateurs d'applications métiers standards. Ou alors, par exemple, quand on fait des problématiques d'aménagement ou quand les collaborateurs souhaitent eux-mêmes proposer des solutions d'aménagement pour leurs espaces, là, on est
complètement dans la réflexion de la modification des espaces. Donc, je réaménage mes espaces ou je propose des réaménagements d'espace. Donc ça, ce sont soit les humains le font, soit les aménageurs d'espace le font, ou potentiellement l'intelligence artificielle vient proposer des optimisations d'aménagement. Et là, on est vraiment en relation avec la maquette. Comment je peux proposer des scénarios de réaménagement de mes espaces Ah oui. et de façon très très simplifiée. Et ce ne Donc- sont pas forcément les aménageurs qui le font. Donc Donc- tout ça, ce sont Donc Voilà. vous êtes loin vous êtes allé loin là dans la démarche parce que vous amenez l'utilisateur à proposer quelque part, je dirais, des choix. puisque l'objectif aujourd'hui est de tout orienter autour de l'expérience collaborateur, de comprendre comment les collaborateurs se sentent impliqués dans la stratégie de l'entreprise, se sentent impliqués dans la vision de l'entreprise, bien sûr, et dans les espaces de l'entreprise. Aujourd'hui, on est obligé d'aller jusqu'à la personnalisation. Il y a tout un aspect de la personnalisation des espaces que vous êtes très familier, c'est-à-dire je peux changer ma lumière, je peux changer la clim, ou alors là où je vais avec mon téléphone, la salle de réunion s'adapte à mes attentes. Donc ça, ce sont tout ce qui est déjà très en avance. Et après, on a les éléments statiques du bâtiment sur lesquels on a beaucoup moins d'accès que sur lesquels nous, on souhaite vraiment travailler sur la démocratisation de ces éléments-là. Et donc là, on a vraiment une difficulté, c'est de dire, voilà, comment je viens modifier les espaces. Et donc, nous, on est vraiment positionné sur ces éléments-là, d'aménagement, de sécurité, enfin, tous ces éléments qui sont sur les espaces au quotidien, Ok. ou tout simplement, par exemple, sur la refacturation. Voilà. Donc ça, ce sont les interfaces sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est de permettre aux collaborateurs ou à n'importe qui de pouvoir venir accéder à la maquette et la modifier peut-être Super. via ces aspects-là. Je comprends. Mahfoud, tu peux nous dire quelques mots sur le projet RCB 4.0 qui s'inscrit quelque part dans cette démarche, hein? Oui, alors le projet RCB 4.0 est un des projets que nous sommes en train de monter en commun avec Douaize Aglo et plusieurs partenaires au niveau de la région des Hauts-de-France et au-delà. Et ça concerne un peu l'accompagnement de la déconstruction et de la reconstruction, de la réhabilitation de bâtiments et d'ouvrages au niveau des Hauts-de-France. Et le challenge ici, justement, est de mixer, de faire travailler différentes technologies ensemble. Donc, les technologies du BIM allégées avec tous les partenaires et les compagnons avec qui travaille SBLM. Les chercheurs que nous sommes par le développement d'outils d'aide à la décision qui vont venir appuyer cette démarche-là pour proposer des solutions réalistes et de mise en œuvre réelle dans la construction. Il faut savoir par exemple que nous, quand on met en place des algorithmes qui vont traiter la pollution par exemple des déchets ou qui vont traiter la partie coût ou la résistance des matériaux qui vont être mis en œuvre, derrière c'est pratiquement 3 ans de recherche, hein, c'est des thèses de doctorat qui ont été réalisées et chaque thèse s'est spécifiée dans un domaine bien particulier. Et donc c'est cette petite brique-là que nous, IMT, nous allons apporter à ce projet-là. Et on espère, voilà, donc la région également des Hauts-de-France est très très dynamique dans ces domaines-là de valorisation et de réutilisation. À titre d'exemple, hein, sur les 10 dernières années, on a submobilisé avec eux plus de 35 millions d'euros de projets. Quand je dis projet, ça veut dire que ce sont des projets qui ont été réalisés, donc des ouvrages, etc. Et donc pour nous, c'est une mine d'informations et de données que nous essayons de rendre les plus légères possibles pour qu'ils puissent être utilisés le plus largement possible. Hauts-de-France qui pousse la démarche Rêve 3, enfin Rêve 3 pousse aussi les Hauts-de-France. Hein. La région de Hauts-de-France, c'est pas pour faire un peu de com ou de publicité, mais c'est une des régions les plus dynamiques en tout ce qui concerne l'économie circulaire et la valorisation des déchets dans différents domaines, et notamment ceux de la construction. Eh bien, messieurs, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci de votre présence et vous êtes toujours les bienvenus sur le stand SBLM. Et merci à toi Dominique et bravo pour toute l'organisation. Merci, c'est gentil. Merci.